Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Monsieur Michaud. Bonjour. Monsieur Michaud, vous êtes directeur général adjoint d'Opinionway et vous réalisez des études d'opinion depuis près de 25 ans. Vous rédigez régulièrement notamment des notes sur les élections américaines. Vous êtes également enseignant à Sciences Po depuis 2013 et vous avez publié plusieurs ouvrages aux éditions du CERF, dont le dernier s'intitule Le gouffre démocratique, les gouvernants et l'opinion, que vous pouvez retrouver derrière et que Monsieur Michaud pourra dédicacer à la fin. Et donc aujourd'hui, Monsieur Michaud, vous nous présentez votre conférence sur les risques internationaux et opinions. Voilà, merci. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, on vient d'en parler, malgré l'ampleur des enjeux, malgré la gravité des périls, malgré les conséquences potentielles des perturbations du monde sur les équilibres nationaux, les questions internationales sont relativement peu couvertes, même très peu couvertes par les études d'opinion qui se concentrent presque exclusivement sur les thématiques domestiques. La rareté des sondages sur les questions internationales, c'est donc une de leurs premières limites pour comprendre comment l'opinion se structure dans ce domaine. On a une deuxième lacune qui est le fait que, vous savez, quand on cherche à comprendre l'opinion, on aime bien la suivre, on aime bien mettre en place des baromètres pour assurer un suivi et voir comment l'opinion se développe dans la longue durée. L'opinion, c'est une matière en mouvement. En matière internationale, de sujets internationaux, les études sont strictement ponctuelles. Elles ne s'inscrivent pas dans la longue durée. Elles sont réalisées uniquement à l'occasion de certains événements marquants. Ça peut être une intervention armée, ça peut être une élection particulière, l'élection américaine, les élections européennes, ça peut être un événement économique, ça peut être un événement sportif comme les Jeux Olympiques, par exemple, ou un événement environnemental. Ça, c'est la deuxième limite. La troisième limite, elle ne traite que d'un sujet en particulier et peine à prendre de la hauteur pour restituer une vision d'ensemble de la façon dont l'opinion publique aborde la scène internationale. Donc les études sont rares, elles sont ponctuelles et elles sont monothématiques. Donc ça, c'est quand même une grande limite pour essayer d'appréhender la façon dont l'opinion envisage les risques internationaux. Mais pour autant, nous ne sommes pas totalement démunis. Et comme souvent, la proximité du danger induit une prise de conscience de la nécessité de comprendre les réactions actuelles, potentielles de la population face à différentes menaces. Et puis, depuis quelques années, on a des études qui se multiplient. En consolidant les données d'opinion, on parvient à dessiner une vue d'ensemble assez claire de la façon dont les Français appréhendent les risques internationaux. Alors regardons d'abord quelle est la position en ce qui concerne l'ouverture de la France au monde. Bien évidemment, sans surprise, l'attitude générale est plutôt au repli. 45% des Français estiment que la France doit se protéger davantage du monde. 45%. Seul un quart de la population souhaite davantage d'ouverture, le reste optant pour le statu quo. On pourrait croire que c'est une spécificité culturelle. Ce n'est pas le cas. On pose la même question en Allemagne, on a à peu près les mêmes résultats. Donc cette position de principe en faveur de la protection doit protéger le monde, la France du monde. Elle varie évidemment selon le secteur concerné. En économie, par exemple, on a un petit peu plus de Français, quasiment un Français sur deux, qui souhaitent une ouverture accrue. En revanche, sur le plan migratoire, c'est une plus grande fermeture nationale qui est attendue par 2/3 de la population. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'extérieur, ce qui se passe en dehors de nos frontières, est appréhendé comme un danger éventuel dont il faut se protéger et pas comme une opportunité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je note que les préoccupations des Français sont principalement centrées sur les questions internes. 3/4 de nos concitoyens estiment, c'est assez logique d'ailleurs, que les enjeux les plus importants sont les enjeux nationaux, devant les enjeux au niveau international. Quand on prend la liste des enjeux qui comptent le plus pour les Français, vous connaissez ces questions, c'est évidemment la question du pouvoir d'achat, la sécurité, la protection sociale au sens large, la santé, les retraites, qui forment le trio de tête des préoccupations des Français. Elles devancent de plus de 25 points les questions
internationales comme la lutte contre le terrorisme, comme le rôle de la France dans le monde, ou comme la construction européenne ou la mondialisation. Donc on voit bien cette dichotomie, qui est finalement assez naturelle. C'est d'abord ce qui se passe chez nous qui préoccupe, qui intéresse le plus les Français. Mais cette focalisation sur les problèmes domestiques, plutôt que sur les enjeux globaux, elle n'interdit pas pour autant une hiérarchie assez claire des sujets de préoccupation en matière internationale, et plus précisément en ce qui concerne les risques internationaux qui menacent la France. D'abord, ce sont les risques économiques, commerciaux, financiers qui sont perçus comme les plus préoccupants par les Français. 72% de nos compatriotes se sentent menacés par ce type de risques économiques, commerciaux et financiers, suivis par la menace terroriste, 55% qui demeure vivace. 10 ans après les attentats, ça demeure très vivace, une inquiétude très forte dans la population. En d'autres termes, on voit bien que les sujets de préoccupation des Français, ou la hiérarchie en tout cas des sujets de préoccupation pour l'international, dupliquent les sujets de préoccupation nationaux. Le pouvoir d'achat, les risques économiques, la sécurité, la menace terroriste. Les risques militaires, les risques environnementaux, bien que significatifs, 41 et 39%, sont beaucoup moins souvent cités. Et puis enfin, on a 3 types de risques internationaux qui apparaissent de bien moindre intensité aux yeux des Français. Ce sont les risques démographiques, peut-être parce qu'ils peuvent s'exprimer à plus long terme. Ce sont les risques sanitaires, 23%, même si on a encore en tête l'épidémie, la pandémie. Et puis ce sont les risques technologiques. Donc on voit bien que la hiérarchie évoquée ici renvoie à des perceptions. Les perceptions, c'est la limite des sondages. Nous mesurons des déclarations. Elles ne sont pas nécessairement appuyées sur des connaissances factuelles, précises. L'opinion publique n'a pas vocation à être experte de ces sujets géopolitiques. Peut-être que cette hiérarchie ne correspond pas vraiment à la réalité des menaces. On peut d'ailleurs tout à fait, il est loisible de déplorer cet éventuel décalage, mais il faut surtout en tenir compte, parce que c'est un état de fait. Et nous savons que des perceptions fausses peuvent entraîner des conséquences vraies, des conséquences réelles. Donc là, il y a un point d'attention, de vigilance pour les responsables politiques et médiatiques. Quoi qu'il en soit, tous ces risques sont perçus par une majorité des citoyens comme étant en augmentation au cours des dernières années. Particulièrement les risques économiques, voilà, c'est sans doute la longue traîne de l'inflation, les risques environnementaux, j'y reviendrai tout à l'heure, les risques militaires, les risques terroristes, les risques démographiques aussi. Seuls les risques technologiques, on parle beaucoup de cybersécurité en ce moment, et les risques sanitaires échappent à cette perception générale d'une augmentation des risques. Ces 2 types de risques sont jugés stables. Donc le champ perceptuel des Français restitue donc des risques qui sont de nature multiple et qui sont, pour la plupart d'entre eux, en hausse. Dans ce cadre, quand on regarde le sentiment d'exposition personnelle à ces risques, avez-vous le sentiment, vous-même, personnellement, d'être exposé à chacun de ces risques ? Eh bien, là aussi, il révèle que ce sont les risques économiques et environnementaux qui sont ceux auxquels les Français se sentent le plus exposés personnellement. Le sentiment d'exposition aux risques sanitaires, terroristes ou technologiques concerne 1 Français sur 2. Et puis les risques militaires, 43% d'exposition aux risques militaires, et les risques démographiques sont ceux qui paraissent les moins directement menaçants. Donc on voit bien là aussi que le sentiment d'exposition au risque est sans doute corrélé à l'image qu'on se fait de la progression de ces risques. Les risques économiques, les risques environnementaux, qui sont ceux qui donnent le sentiment d'avoir le plus progressé, eh bien ceux-là, ce sont les risques auxquels les Français se sentent le plus exposés. Alors face à tout ça, quel est le sentiment de protection des Français par rapport à ces différents risques ?
Là, je ne vous surprendrai pas en vous indiquant que nous mesurons un sentiment de vulnérabilité très répandu dans la population française. 69%, donc plus de 2 tiers des Français, se disent mal protégés contre les risques économiques, commerciaux et financiers. 60% contre les risques environnementaux. Les mesures de protection contre les risques sanitaires sont perçues comme les plus efficaces. On n'a pas eu de pandémie depuis plusieurs années. 54% des Français se disent bien protégés face à cette menace. Donc on voit quand même, on a une partie significative de la population qui sont encore vulnérables. Et puis un Français sur 2 s'estime bien protégé contre les risques militaires, peut-être en raison de la possession de l'arme nucléaire, et en dépit du discours actuel des pouvoirs publics sur la nécessité du réarmement et sur la mise en place d'une économie de guerre. Donc globalement, je dirais qu'on a tout de même un sentiment de précarité face à ces différentes menaces. Et ce sentiment de précarité tient à la faiblesse faiblesses ressenties, faiblesses perçues des acteurs qui sont censés défendre les Français. Et c'est le cas au premier chef des institutions internationales. Seules 3 d'entre elles semblent en mesure d'exercer une protection efficace pour les Français. Il s'agit d'Interpol, Organisation internationale de police criminelle, de l'OTAN et de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont les 3 seules organisations qui, pour une majorité de Français, aux yeux d'une majorité de Français, nous protègent face à ces différentes menaces. Aucune autre organisation n'apporte une protection qui est jugée majoritairement efficace, ce qui dit tout de même le manque de crédibilité ou d'efficacité de ces institutions pour les Français. C'est le cas pour l'ONU, 43%, pour les institutions économiques comme le Fonds monétaire international, le FMI, ou l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. C'est le cas pour des institutions juridiques ou judiciaires, comme la Cour pénale internationale, 35%. J'ajoute que les pouvoirs publics nationaux n'offrent pas un bouclier plus solide. 33% seulement de nos compatriotes estiment que les pouvoirs publics nationaux sont en mesure de bien nous protéger face à ces menaces. Les institutions européennes sont légèrement mieux perçues, mais sans convaincre réellement ni l'Union européenne, ni la Banque centrale européenne, ni la Cour européenne des droits de l'homme n'obtiennent des scores très élevés. Et tout ça n'est pas l'apanage des organisations publiques. Les ONG, les organisations non gouvernementales, ne sont pas mieux notées. Donc, peu de protection, mais des dangers qui sont très dispersés sur la planète. Si on regarde un petit peu plus le détail, les pays les plus menaçants sont ceux qui sont impliqués dans des conflits géopolitiques majeurs. La Russie, 77%, c'est la première menace. L'Iran, 67%. La Corée du Nord, 65%. Là, vous avez le trio de tête des pays les plus menaçants sur le globe. On a d'autres pays qui inspirent majoritairement de la peur. L'Afghanistan, 58%. La Chine, 57%. La Chine, c'est tout de même 20 points de moins que la Russie. 57%. Israël, 56%, donc quasiment au même niveau que la Chine. L'Algérie, 50%. À l'autre extrémité, les pays européens, les alliés proches, sont perçus comme les moins menaçants. L'Allemagne, 9%. Le Japon, 12%. Le Brésil, par exemple, c'est seulement 13%. Peut-être juste un point sur la Chine pour finir cette première partie. On voit bien, la Chine semble finalement relativement absente des sujets de préoccupation de l'opinion publique, alors qu'évidemment, elle occupe une place centrale sur l'échiquier mondial. Par exemple, malgré l'importance stratégique, économique de Taïwan, ce qui pourrait se passer dans le détroit de Taïwan, les tensions dans cette région ne préoccupent que 3% des interviewés français. Plus lointaine, la menace paraît plus abstraite et peut-être même sous-évaluée.
Par exemple, autre exemple, les tensions entre la Chine et les États-Unis suscitent une inquiétude beaucoup plus faible que la guerre en Ukraine, évidemment les attentats terroristes, le conflit israélo-palestinien ou même l'instabilité dans les pays du Sahel en Afrique. Donc la Chine, pour l'instant, je dirais, n'est pas encore bien identifiée par l'opinion publique. Et justement, M. Michaud, dans la liste de pays que vous avez cités tout à l'heure, où se positionnent les États-Unis? Est-ce que c'est plutôt du côté de nos alliés traditionnels et donc considéré comme un pôle rassurant de stabilité? Oui, alors vous avez raison. Dans ces perceptions globales des risques internationaux, le rôle joué par les États-Unis, c'est pas un facteur de stabilité, c'est même un facteur aggravant de l'inquiétude. Ça fait quelques années que nous voyons ça dans les études, ce qu'on appelle le malaise transatlantique se creuse en réalité depuis la crise du Covid. Là, c'est vraiment apparu comme un moment charnière. Vous savez, on dit que c'est dans les épreuves qu'on éprouve ses amis, et on a vraiment le sentiment, d'ailleurs pas seulement en France, mais au niveau européen, que l'allié américain a fait défaut au moment de la crise du Covid. On n'a pas pu compter comme on l'aurait souhaité, comme on l'attendait, comme on l'espérait, sur les Américains pour participer à la protection du continent. Ça a profondément altéré l'image des États-Unis. Alors il y a une petite parenthèse avec le changement de locataire et le mandat de Joe Biden, mais ça n'a pas été suffisant pour retisser une relation transatlantique qui en réalité se distend depuis plusieurs années. On sait que le grand pivot stratégique de Barack Obama vers l'Asie-Pacifique éloigne les États-Unis de l'Europe. Alors dans ce cadre, les États-Unis suscitent la crainte de 48% des Français. Un Français sur deux a peur des États-Unis. 32% n'en ont pas peur, 20% sont indifférents. C'est un résultat qui est proprement édifiant. Un Français sur deux qui a peur des États-Unis. La peur inspirée par la première puissance mondiale devance celle qui est provoquée par des pays tels que le Pakistan, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Nigeria ou l'Inde. Pour vous dire le changement de perception des États-Unis. Évidemment, la réélection de Donald Trump en 2024 a été un accélérateur de cette transformation des perceptions des États-Unis. Le président américain pâtit d'une image très dégradée dans l'opinion publique française parmi les acteurs internationaux dont l'action inquiète le plus les Français. Il se classe en deuxième position, derrière Vladimir Poutine, mais devant le leader suprême, Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, devant Xi Jinping, président de la Chine, ou devant Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. 73% des Français ont une mauvaise image de Donald Trump à cause de sa personnalité et à cause de sa politique. Je dois dire, on fait souvent des études sur l'image des dirigeants politiques. Il est rare de voir une liste de reproches adressée spontanément à un dirigeant politique. La liste des reproches étonne par sa longueur et par sa rigueur. Vous citez quelques éléments qu'on voit dans nos études et qui concernent d'abord la personnalité de Donald Trump, qui est jugé fou, mégalomane, égocentrique, arrogant, excentrique, provocateur, même vulgaire, incompétent, idiot, impulsif, imprévisible, incontrôlable, mais aussi corrompu, malhonnête, menteur, peu fiable, cruel, inhumain, voire haineux. Pour ceux qui n'ont pas vu le discours à l'ONU, le discours lors de la cérémonie de Charlie Kirk, merci, il a revendiqué cette haine. Alors sa politique et son style de leadership contribuent aussi, un petit peu moins, mais tout de même beaucoup, à cette image exécrable. Il apparaît dangereux pour l'équilibre mondial, réactionnaire, xénophobe, affairiste dans sa manière de diriger. Il est jugé autoritaire, fascisant, voire dictatorial. Et puis sa démagogie alimente, ce sont les Français qui parlent, un populisme dangereux, son extrémisme,
sa radicalité idéologique le rendent brutal. En un mot, il est indigne de la fonction présidentielle. Seulement 23% des Français le voient comme une chance pour les États-Unis. Il est perçu comme un danger parce qu'il ne respecte pas la démocratie. Plus dur encore, si je puis dire, pour nous. Face à lui, personne ne semble en mesure de se dresser pour défendre l'Europe. Ni Ursula von der Leyen, ni Emmanuel Macron, ni Giorgia Meloni, qui sont les seuls 3 dirigeants les plus cités, mais dans des proportions très très faibles. Le fait structurant, c'est que 56% des Français, c'est-à-dire une majorité, ne fait confiance à personne pour s'opposer à Donald Trump, ce qui évidemment nourrit l'inquiétude. Alors on a toujours une majorité, j'allais dire une courte majorité, 58% qui voient les États-Unis comme un allié avec qui on pourrait négocier, mais 40% des Français considèrent désormais les États-Unis comme un adversaire. Comme un adversaire. Évidemment, la crise récente des tarifs douaniers a amplifié cette perception. C'est la preuve tangible du cavalier solitaire américain et de la résurgence du mouvement America First, de l'isolationnisme américain. D'ailleurs, évidemment, l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur les droits de douane suscite une opposition majoritaire dans la population française. On a le sentiment d'un accord qui nous a été imposé. Et donc, face à cela, il y a une attente d'une plus grande fermeté qui doit nous permettre de réaffirmer notre autonomie, en particulier sur le plan militaire, et l'idée que globalement, il faut réduire la dépendance aux États-Unis. Tout ça est très largement approuvé par la population. On attend aussi une plus grande coopération au niveau européen au service d'une indépendance renforcée. Et s'agissant de la crise ukrainienne, Monsieur Michaud, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment est-elle appréhendée par les Français? Oui, alors on mesure ce conflit depuis qu'il a été déclenché, donc depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Les conséquences de ce conflit suscitent encore beaucoup d'inquiétudes. On a une inquiétude qui diminue sur la longue durée, mais niveau d'inquiétude qui reste très élevé. Par exemple, vous avez 3/4 de la population qui redoute une extension de ce conflit au niveau mondial. C'est-à-dire qui craint que la guerre en Ukraine dégénère en guerre mondiale. 3/4 de la population. Conséquences économiques, on l'a vu avec l'inflation, conséquences sur toute une série de sujets. L'action du chef de l'État n'est pas de nature à apaiser cette anxiété. C'était le cas au début. C'était le cas en 2022. C'est plus le cas aujourd'hui. 55% des Français se disent mécontents de la gestion de la crise ukrainienne par Emmanuel Macron. Et dans le détail, si les Français reconnaissent que le président a raison d'alerter sur la menace russe, il prend parfois des risques inconsidérés qui pourraient souffler sur les braises du conflit. On a un peu le sentiment dans la population qu'il adopte un style belliciste, va-t-en-guerre, dangereux, qui pourrait en tout cas avoir des conséquences dangereuses. Ça inquiète une majorité de la population. La menace russe, c'est un risque qui est très préoccupant. La guerre en Ukraine est au cœur de cette menace. On voit bien là aussi que ce qui est proche de nous géographiquement domine l'attention. Par exemple, d'autres conflits semblent moins préoccupants ou d'autres types de risques. La guerre entre Israël et l'Iran, c'est moins important, c'est moins inquiétant quand on met les choses en comparaison, pas dans l'absolu évidemment. C'est moins préoccupant que ce qui se passe dans les conflits actifs et directs en Ukraine. En Ukraine par exemple. Et vous l'évoquiez en début de conférence, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du risque environnemental? Oui, alors c'est vrai, on ne voit pas tout de suite l'environnement comme un risque, et en réalité c'est la toile de fond de la perception par les Français, de l'appréhension par les Français des risques internationaux.
Je note d'abord que l'existence du risque environnemental n'est pratiquement plus remise en cause par l'opinion publique. On a dépassé cette phase de climato-scepticisme, comme on dit, et plus de 2/3 des Français considèrent que le changement climatique est une certitude prouvée scientifiquement, et l'image des scientifiques dans ce domaine est très bonne. Ils évaluent correctement le risque, qu'on a dépassé cette phase de doute, en tout cas dans l'opinion. On l'a dépassé parce qu'il y a une prise de conscience qui s'est effectuée. Et cette prise de conscience, elle se fonde sur l'observation des conséquences concrètes du désordre climatique. Ces conséquences sont subies personnellement par 45% des Français. Là aussi, on a une inquiétude qui est de mise dans ce domaine. Ce sont logiquement les catastrophes naturelles qui polarisent les craintes, très loin devant des effets qui sont moins immédiats du changement climatique, comme le réchauffement des températures, bien sûr, ou les migrations de la population. On a par ailleurs très largement l'idée dans l'opinion que le changement climatique ne sera pas limité à des niveaux raisonnables d'ici à la fin du siècle. C'est un mouvement de longue durée. C'est une tendance lourde. Et dès lors, il sera nécessaire de modifier nos modes de vie pour une majorité des Français. Le changement des comportements, c'est la première solution qui est identifiée par les Français pour lutter contre le réchauffement climatique, bien loin devant la réglementation internationale ou le progrès technique. On a par ailleurs une perte de confiance dans le progrès, qui est un élément aussi inquiétant. Ce sont les États, les citoyens qui apparaissent comme les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique. Et à défaut de pouvoir apporter des solutions, les Français considèrent que c'est à eux de faire de leur mieux pour ne pas aggraver la situation actuelle. Je parlais d'inquiétude, je vais vous donner quelques éléments qui sont là aussi très, très stupéfiants. On a des prédictions des Français qui concernent le dérèglement climatique qui sont presque apocalyptiques. Par exemple, vous avez certes 2/3 des Français qui considèrent que l'espèce humaine s'adaptera au climat, mais 35% de la population, c'est-à-dire un gros tiers, qui considèrent que l'espèce humaine est vouée à s'éteindre face aux évolutions environnementales actuelles. On parle d'anxiété écologique, là on est en plein dedans. C'est pour un gros tiers de la population une menace mortelle et inéluctable. Et c'est le cas encore plus pour les femmes et pour les plus jeunes. Un jeune âgé de 18 ans à 24 ans sur 2 partage cette idée. C'est seulement un quart des plus de 65 ans. Dernier élément, lui aussi assez fort, 10% des Français, donc 1 sur 10 parmi nous dans cette salle, se préparent même à un effondrement, c'est-à-dire à ce que le monde s'écroule. C'est ce qu'on appelle la collapsologie, qui recrute à nouveau davantage ses adeptes parmi les plus jeunes, 10% dans l'ensemble de la population, 17% chez les 18-24 ans, 17% chez les femmes de moins de 35 ans. Bon, voilà, je ne voudrais pas terminer mon propos sur une note aussi sombre et vous déprimer, mais vous dire dans la minute qui me reste, il est important pour moi d'indiquer qu'il est utile et même nécessaire de mieux prendre en compte l'opinion publique sur les questions internationales. Je dis que les études étaient rares, qu'elles étaient ponctuelles, qu'elles étaient monothématiques. Il y en a beaucoup moins que ce qu'on peut faire sur les thématiques nationales. Rien ne justifie que l'opinion publique soit exclue des décisions qui sont prises en son nom au niveau international et qui l'impactent directement, puisque nous sommes dans un monde ouvert. Nous avons vu par ailleurs qu'elle est parfaitement en mesure d'exprimer
un avis sur ces questions, même si elle n'a pas vocation à en être experte. Mais c'est la même chose dans le débat national. Vous voyez à quel point le débat se polarise sur la Constitution, les méandres juridiques, les questions économiques de plus en plus pointues. L'opinion publique n'a pas vocation à être expert de tous ces sujets. Elle a vocation à produire des avis et à s'exprimer. Bon. Dans les années de la guerre froide, dans les années 1950, les réalistes, ce qu'on appelle les réalistes, considéraient qu'en raison de sa volatilité, en raison d'un manque de structure, on ne pouvait pas s'appuyer sur l'opinion publique pour avoir un fondement solide à la définition de la politique étrangère. Ben ça, c'est totalement obsolète à l'heure de la post-mondialisation. Mais pour que les décideurs puissent prendre en compte l'avis de l'opinion publique, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs nécessairement la suivre, parce que ça, c'est la démagogie, mais prendre en compte son avis, l'écouter d'abord. Encore faut-il qu'elle puisse s'exprimer, ce qui lui permettrait aussi de prendre conscience d'elle-même. Et c'est sans doute, de ce point de vue, la Cité des débats fait œuvre utile. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Michaud. Je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Oui, monsieur. Le micro arrive, si jamais. Bonjour et merci beaucoup de votre intervention. Simplement, moi j'ai une question qui est la suivante. Ne pensez-vous pas que les paradigmes avec lesquels nous fonctionnons sont complètement dépassés et qu'il faudrait travailler et beaucoup travailler sur les nouveaux paradigmes, que ce soit sur le plan économique, démographique, écologique, etc. Oui, sans doute, mais la remise en question est nécessaire dans tous les domaines. Et nous le voyons bien, nous, dans notre domaine, nous savons que c'est un vrai biais cognitif de penser avec les outils du passé systématiquement et de croire que ce qui a existé de toute existence va perdurer. En fait, on a du mal, mais chacun d'entre nous, parce que nous sommes constitués comme cela, à penser ce qui est véritablement nouveau. Et la nature des événements, en particulier sur la scène internationale, c'est la nouveauté, c'est d'être imprévisible, c'est de créer des précédents. Donc oui, il faut sans doute tenir compte des paradigmes. Il y a des équilibres profonds dans les sociétés, dans les rapports sur la scène internationale, mais il ne faut pas exclure pour cela tout ce qui peut apparaître de nouveau, et c'est ce qui crée beaucoup d'incertitudes. Y aurait-il une autre question ? Oui, pardon. Oui, bonjour, merci. Avec tout ce que vous nous avez dit, l'utilité d'un référendum n'est-elle pas évidente ? L'utilité d'un référendum, j'y suis totalement acquis, puisque donner la parole au peuple, c'est toujours une bonne chose en démocratie. Et vous savez que la Ve République a été fondée sur des référendums répétés et continus. Nous sommes dans la période la plus longue de l'histoire de la Ve République sans référendum. Ça fait plus de 20 ans, on a fêté les 20 ans là, en mai 2005, il n'y a pas eu de référendum. Parce que le dernier a été largement perdu. Mais est-ce qu'après avoir suivi Jacques Chirac dans une dissolution ratée, est-ce que le président de la République voudra à nouveau mettre ses pas dans ceux de son prédécesseur et annoncer un référendum? Le calendrier se rétrécit. Il n'y a plus beaucoup de temps pour réaliser un référendum. Il s'est engagé à le faire avant la fin de son mandat. Puis ensuite, il faut trouver le bon sujet. Mais ça pourrait être une des voies pour sortir de la crise actuelle. On ne parle plus du tout d'international, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des questions qui sont sur la table. Oui, madame. Oui, juste une question, monsieur. Au début de votre intervention, vous avez gradué les différentes craintes de l'opinion publique, et notamment par rubrique. Il y avait l'environnement, l'économie. Qu'est-ce qui regroupe cette catégorie démographique? C'est un peu un concept valise.
Qu'est-ce qui est regroupé sous ce concept Oui. pour mieux comprendre en fait le résultat de ce sondage? Ce qu'on appelle le risque démographique, ça recouvre essentiellement deux choses, c'est-à-dire les flux migratoires, d'une part, et d'autre part, toutes les questions qui sont liées à la natalité ou à la dénatalité. Vous avez vu alors on n'est pas encore au niveau de l'Italie, mais on a la courbe entre le nombre de décès et le nombre de naissances s'est inversée. Ce qui est une nouveauté, puisque pendant longtemps, notre pays avait une natalité qui était assez soutenue. C'était une spécificité par rapport à nos voisins. On sait que l'Allemagne est vieillissante, on sait qu'en Italie, pour d'autres raisons, on a une natalité qui est préoccupante. Et voilà, les risques démographiques qui sont, vous l'avez vu, hein, assez moins bien identifiés, parce qu'on est sur une échelle de temps qui est différente, paraissent moins menaçants, alors qu'en réalité, ils le sont sans doute tout autant, mais d'une autre manière. Merci beaucoup, M. Michaud. On va s'arrêter là. Merci à tous.